Bonjour à tous et à toutes, enchanté, c'est Ninon Mang de Canal Vienne. Nous avons la chance de recevoir Jean-Louis Timbalanga, nous parler un peu de son pays et bien évidemment de la RDC, donc la République démocratique du Congo. On le retrouve souvent auprès des jeunes Européens pour justement en parler et dans de nombreuses conférences. Bonjour Jean-Louis, j'espère que vous allez bien. Bonjour Ninon, je vais très bien, merci. Nous, jeunes Français et même Européens, nous aimerions bien en connaître un peu plus sur ton histoire dont tu parles tant. La République démocratique du Congo est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Donc c'est un des plus grands pays de l'espace africain. 2 345 000 km², donc il fait 4 fois la France. Le Congo est né en 1885. Il y a eu une conférence à Berlin. Et c'est à partir de Berlin que le Congo est né, et le Congo était la propriété privée du roi Léopold II, le roi belge. Le Congo est le premier pays qui a subi ce qu'on appelle un génocide que personne ne parle. Un génocide de 10 millions de personnes, 10 millions de Congolais morts. Le roi Léopold II voulait se faire beaucoup d'argent. Il avait un quota qu'il devait atteindre. Et le quota était de pouvoir retrouver un certain nombre de... Nous avions le caoutchouc chez nous, de caoutchouc, et c'était très brisé au niveau des États-Unis. C'était de l'or à cette époque-là. Et ce qui faisait que la personne qui n'arrivait pas à atteindre son quota, soit on le coupait les mains, soit on le tuait. Nous avons eu 10 millions de morts. La plupart des Occidentaux, comme vous, ne connaissez pas. C'est des choses qui devaient normalement entrer dans l'histoire. C'était les Belges qui nous ont colonisés parce que le roi Léopold II a vendu, on ne dit pas cédé, a vendu carrément le Congo aux Belges. Et les Belges ont commencé à nous coloniser. Et nous avons eu notre indépendance en 1960. Et je peux vous dire, Ninon, depuis que nous sommes indépendants, le Congo n'a jamais eu la paix. Le Congo a toujours été bouleversé, et notamment par les Belges et les Occidentaux. Le Congo vient de subir encore un deuxième génocide de 15 millions de morts. Donc du coup, il y a eu 10 millions de morts qui se rajoutent à 15 millions de morts. 15 millions de morts par la volonté par la volonté d'un seul monsieur qu'on appelle Paul Kagame, qui est le président actuel du Rwanda. Donc c'est aussi un génocide qu'on ne parle pas. Dans ces génocides, qu'est-ce qu'on a vécu? Des viols avec agressivité. Nous avons eu un docteur qui est passé ici, le docteur Mukwege, qui en a parlé. Nous avons eu carrément des gens déplacés et des pillages. Donc voilà, le Congo n'est toujours pas en paix depuis qu'il a eu son indépendance. Que s'est-il passé dès 1960? Pendant 4 ans, il y a eu une loi fondamentale belge qui a été posée. Exactement. Donc ça, c'est la première République. Donc, tiens, c'est bien cette question parce que elle cadre exactement avec la situation que nous passons actuellement, du changement de la Constitution. Parce que, bon, il y a ceux qui disent qu'il faut réviser, mais moi, par contre, je parle d'un changement de la Constitution. C'est-à-dire que la première République est arrivée, c'est un peu comme en France, vous savez, vous avez eu, on est à la 5e République, vous avez la première République, 2e République, 3e République. 3e République, je pense qu'il avait au moins 7 présidents, 4e République aussi à peu près, mais même la 5e République qui a commencé avec Charles de Gaulle, c'est 7 présidents déjà. Donc voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est que la première République en République démocratique du Congo a commencé avec Joseph Kasavubu. Donc c'est au prix des sang qu'on a pu arracher cette indépendance que les Belges ne voulaient pas. Alors le pays était régi par ce qu'on appelle la loi fondamentale belge. Et lorsque le pays a accédé à l'indépendance, on n'a pas permis aux Congolais de pouvoir faire leur constitution. Ce qui fait que pendant 4 ans, ils ne devaient même pas faire la constitution. On se pose la question si l'indépendance était vraiment réelle. La 4e année, les Congolais se sont réunis au Congo, entre Congolais, pour pouvoir faire une constitution. Ils se disent qu'ils sont partis dans la province qu'on appelle Louloabourg, qui actuellement on appelle Kananga. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir concevoir une constitution
à la manière congolaise, avec tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire la culture, l'anthropologie, les habitudes congolaises, hein, un peu comme vous en France, vous en avez fait aussi. Et est-ce que cela a mené par exemple à un coup d'État? Oui, ça nous a amené au coup d'État. C'est-à-dire que ces gens qui se sont réunis pour faire ce qu'on appelle une constitution congolaise, on les a empêchés. Mais qui les a empêchés? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Qui a permis qu'il y ait un coup d'État avec Mobutu qui est venu au pouvoir? C'est encore les Belges. Et qui dit les Belges dit toujours les Américains derrière. Alors, c'est fait que la Deuxième République a commencé. Donc, une république qui commence avec une autre constitution, donc une constitution qui n'est pas celle que les Congolais avaient prévue, mais celle que la Deuxième République a voulu imposer. Et c'était de la dictature. Nous avons vécu cette dictature pendant 32 ans avec Mobutu. Et ce qui fait que après cette dictature est venue maintenant une alliance des Rwandais, des Burundais et des Ougandais. Mais qui était derrière cette alliance? C'est encore les Occidentaux. Vous voyez? Et ils sont arrivés jusqu'à notre pays. Ce qu'on a vraiment vu qui se sont mis en exergue, c'est les Rwandais. Oui. Ils ont pris presque tous les postes. Après un moment, arrivé à un moment, il fallait qu'ils rentrent. Mais vous savez que quand ils sont arrivés, ils ont dirigé le pays avec quoi? Avec les statuts qui a formé cette alliance. Quels sont ces statuts? C'était une alliance créée au Rwanda, soi-disant pour la libération des Congolais. Bon, c'est vrai que nous tous, nous étions contents qu'ils viennent pour nous libérer. De Mobutu, 32 ans de pouvoir dictatorial, ça avait fatigué tout le monde. Oui, forcément. Et il faut dire qu'au moment, la crise était telle que personne n'arrivait plus à supporter. On s'est dit, bah, écoutez, faisons un peu une expérience sans lui, hein, pour voir un peu celui qui vient, comment est-ce qu'il peut arriver à gérer. Mais on était naïfs, parce qu'au fait, celui qui venait n'était que l'étiquette. Ce sont les Rwandais qui venaient derrière. Et les Rwandais ont toujours eu une idée derrière la tête pour essayer de se faire d'abord passer pour des Congolais. Ça, je vous en parlerai si vous voulez. Et bien voilà, nous nous sommes retrouvés carrément avec les Rwandais qui étaient en train de diriger. Ce sont les mêmes aussi qui, dans les manigances, sont arrivés à tuer le président Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Et justement, après sa mort, qui a pu reprendre le pouvoir et que s'est-il passé? J'aime bien la question. Vous savez, c'est comme si c'était un pays où on devait donner des présidents comme on veut, alors qu'il y avait des statuts, il y avait une disposition qui faisait que après la mort du président, notamment quelqu'un du Sénat, c'est encore une autre question, on parlera plus tard, qui devait le remplacer, mais non, à la dernière minute, on nous présente quelqu'un, on dit que c'est le fils de Laurent Désiré Kabila, comme si on était dans un royaume d'abord. Donc son pays ne connaît finalement pas son président. Vous savez, les Congolais vivent une histoire rocambolesque. On nous présente une personne, on nous fait croire que c'est le fils de Laurent Désiré Kabila. D'abord, nous ne sommes pas dans un royaume pour qu'un fils puisse remplacer son père sur le trône. On nous présente un homme qui arrive, qui ne s'est jamais présenté à nous, qui ne nous a jamais dit qui est-il, qui ne nous a jamais dit qui est son père, qui ne s'est jamais même présenté au peuple congolais pour dire qui est sa mère. On nous dit non, c'est son fils, et directement, comme il était dans l'armée, un général de l'armée. Donc on se dit non, c'est avec lui, il y aura la calmie. Non mais voilà, nous avons vécu pendant 5 ans comme ça avec cet homme-là, qui a essayé d'installer la terreur, le terrorisme, si vous voulez bien, de manière à ce que nous puissions le respecter par la terreur. Il est resté pendant 5 ans. Qui l'ont mis là? Ça, c'est la bonne question. C'est encore les Belges. Qui dit les Belges? Dit toujours les Américains derrière. Parce que qui on a vu en ce moment-là? Le ministre des Affaires étrangères belge, Louis Michel, qui a fait carrément ce qu'on appelle le lobbying
pour qu'on puisse prendre ce garçon et qu'il devienne président de la République. Après, il y a eu ce qu'on appelle des guerres, des sérieuses guerres de part et d'autre, c'est-à-dire le Rwanda venait. Et de l'autre côté, nous avons vu aussi des Ougandais. Et de l'autre côté, nous avons vu un fils de pays, aussi Jean-Pierre Bemba, qui était aussi un belligérant, de l'autre côté, qui n'était pas tellement d'accord de voir que ce pays partait entre les mains des étrangers. Voilà ce qu'on appelle des belligérants, des gens qui ont pris l'arme, qui ont commencé à tuer. Dans l'ensemble de tout ça, il y a eu 15 millions de morts. Une chose encore, Nino, je vais dire une chose. Tu te rends compte que dans ce pays-là, il y a eu une guerre qui s'est passée entre deux pays étrangers dans la République démocratique du Congo. C'est un peu comme si la Belgique et le Luxembourg se battent en France. Mais on a vécu ça. 6 000 morts. Et personne n'en parle au monde, parce que ce n'est pas l'Ukraine, parce que c'est la République démocratique du Congo. On les considère comme pas des êtres humains. On permet qu'on puisse s'entretuer entre nous, c'est-à-dire entre Africains, et ça ne dérange personne. Et ça fait mal. Mais finalement, je finis toujours par dire qui sont derrière les Occidentaux. Et je peux arriver à démontrer de quelle manière. Voilà, c'est ce que nous avons vécu avec cet homme qui ne s'est jamais présenté au peuple congolais pour dire qui est-il, qui ne nous a jamais dit qui est son père, qui est sa mère. Alors que cet exercice était si facile pour le président Barack Obama, où tout le monde se disait, mais attends, les Américains ne voulaient pas de lui. Les Américains pensaient même qu'il n'était pas né aux États-Unis. Il s'est présenté, il s'est humilié devant eux en disant, écoutez, j'entends par-ci, par-là, ceci, cela. Il a commencé à dire, mon père venait du Kenya. Il est venu aux États-Unis, il a épousé ma mère. Et je suis né aux États-Unis. Et il a présenté clairement tous les documents. On ne peut pas dire que celui qui s'est présenté comme Joseph Kabila ne s'est jamais présenté. Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas se présenter? Non, c'est parce qu'il avait honte de pouvoir dire une monstruosité. Si vous lisez mon livre « La vérité de la vérité des urnes », là-dedans, je parle de l'homme qui s'est présenté à la télévision pour dire que lui, il a permis que Joseph Désiré Kabila devienne un Katangé, c'est-à-dire une personne de cette province-là. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo ne vit qu'une situation difficile, des difficultés provoquées par l'Occident. Quelle est justement cette constitution actuelle et pourquoi dit-on qu'elle ressemble un peu à une troisième république? On dit qu'elle ressemble, non, on ne dit pas qu'elle ressemble, elle est de la troisième république. Elle a été conçue d'abord par les belligérants. Je te parlais qui sont les belligérants. Ce sont les gens qui ont versé le sang des Congolais pour s'accaparer du pouvoir. Ce sont les gens qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda. Ce sont des gens qui ont pris les armes pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont voulu carrément terroriser les Congolais de manière à pérenniser la dictature. J'ai fait une émission comme ça, j'ai demandé à mes compatriotes d'aller carrément sur Internet, de saisir Constitution RDC Liège. C'est-à-dire que c'est une constitution qui a été faite à l'étranger et par les étrangers pour la République démocratique du Congo. Alors que les pères de l'indépendance nous ont dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba est un des pères de l'indépendance qu'on a assassiné toujours par l'Occident et nous avait laissé un testament en disant que l'histoire du Congo ne sera plus écrite ni à l'Occident ni à l'Orient, mais par les Congolais eux-mêmes, une histoire de gloire et de dignité. Alors on trouvait qu'une constitution écrite à l'étranger par des étrangers souillait carrément la mémoire de ces gens-là. C'est-à-dire que c'était une volonté de vouloir cracher sur leur mémoire. Et ils ont appelé ça eux-mêmes Troisième République. Alors, c'est une Troisième République qui est faite par les belligérants. C'était une façon de pouvoir se partager les gâteaux de manière à ce qu'ils arrivent à cesser la guerre. Et quand on regarde bien qui sont les gens qui ont permis à
validé cela. D'ailleurs, parce que vous ne les connaissez pas, ce sont des gens, je ne veux pas citer le professeur Bob Kabamba et carrément le professeur Bochab. Ce sont des gens qui ont bien dit que c'était une manière de pouvoir taire les armes et partager le Congo comme un gâteau entre les belligérants. Est-ce que une constitution des belligérants peut-elle être une constitution acceptable par les Congolais? Non. Voilà pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas votre question, mais c'est la question qui est de l'heure aujourd'hui. Et il y a des gens qui veulent bien qu'on puisse réviser. Il y a des gens qui disent qu'on puisse changer. Moi, je suis pour ceux qui veulent qu'on puisse changer. C'est une question d'honorabilité, c'est une question de dignité, c'est une question de respectabilité, c'est une question de pouvoir aussi respecter la mémoire de ceux qui nous ont arraché la souveraineté par l'indépendance. Et qui justement a repris cette souveraineté? Qui est le président actuel? Le président actuel, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il a réussi justement à, entre guillemets, arranger certaines choses, à rendre la vie plus paisible pour les Congolais? La vie est paisible, c'est-à-dire que le président de la République démocratique du Congo, qui est l'actuel président, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu avec un autre régime, c'est-à-dire l'état de droit. Aujourd'hui, on peut dire que le peuple congolais est libre de s'exprimer. D'ailleurs, beaucoup s'expriment même d'une manière désordonnée, mais au moins ils arrivent à s'exprimer. Le peuple congolais commence à découvrir beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas, notamment même la Constitution. Je peux dire depuis une cinquantaine d'années, personne ne savait qu'il y avait la Constitution. Aujourd'hui, tous ils sont debout pour qu'on puisse arriver. Bon, le président de la République avait parlé qu'on puisse revoir, mais la majorité des Congolais veulent qu'on puisse changer parce qu'ils se sentent sales, ils se sentent insultés, ils se sentent méprisés, ils se sentent déconsidérés du fait que cette constitution a été faite à l'étranger. Cette constitution a été élaborée par des étrangers et cette constitution concernait la paix entre belligérants. Je ne sais pas si on peut continuer avec une telle constitution. Voilà pourquoi une grande partie des gens veulent bien qu'on puisse arriver à le changer. Changer, ce n'est pas le président de la République qui va demander qu'on puisse changer, mais il y aura ce qu'on appelle un référendum, c'est-à-dire le peuple qui, le souverain primaire, décidera carrément sur le changement. Parce que c'est une honte de continuer avec une constitution. On ne peut même pas le modifier. Oui. Il faudrait carrément qu'on mette à l'écart cette constitution, qu'on puisse maintenant avoir une constitution faite par les Congolais au Congo, avec tout ce que le Congo a comme valeur, avec tout ce que le Congo a comme culture, avec tout ce que le Congo a comme position géopolitique, histoire du Congo, parce que nous sommes un pays menacé par nos voisins. Il faudrait quand même que dans la Constitution, il y ait certains paramètres qu'on puisse arriver à sécuriser ce peuple qui a longtemps souffert. Certains articles qui sont à l'intérieur, pour le moment je ne parlerai pas d'articles parce que je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, mais il y a quand même certaines phraséologies qu'on arrivera à modifier dans la nouvelle Constitution de manière à ce que nous ayons vraiment notre souveraineté. Oui. Et c'est quel type d'indépendance en soi que vous cherchez? La souveraineté. Tu as d'ailleurs écrit 4 volumes sur la vérité des urnes, qui sont chacun des livres assez conséquents. Donc c'est qu'en soi, il y a énormément de choses à évoquer, à dénoncer, beaucoup de choses dont tu as parlé, mais j'ai cru savoir qu'il y avait aussi dans ces passages un moment où on parle par exemple des évêques qui travaillaient, des évêques catholiques qui travaillaient avec les Occidentaux. Donc ce qui est assez surprenant parce que les évêques sont à l'image de Dieu, donc on ne pourrait pas penser cela. Et tu parlais aussi des mensonges des médias occidentaux. Donc que peux-tu nous dire sur tout cela? En fait, les 4 volumes étaient pour d'abord parler de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, comme je le dis, la personne qui aura les 4 volumes aura la connaissance de la République démocratique du Congo. Là-dedans, je passe beaucoup de choses. Donc, les 3 premiers volumes, je ne fais que relater.
Je parle par exemple du roi Léopold II. Je présente même les monnaies qui ont existé en République démocratique. Ça, c'est dans le volume de les monnaies qui ont existé dans la République démocratique du Congo depuis sa création. Et je parle de l'infiltration aussi en République démocratique du Congo, notamment l'arrivée des Rwandais et notamment l'octroi de la nationalité zaïroise par le président Mobutu, maréchal Mobutu à l'époque. Là-dedans, je parle de beaucoup de choses. Je parle notamment, il y a eu l'élection Miss Europe en République démocratique du Congo. Tu vois, tu découvres ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en République. Ça, c'était les 3 premiers volumes. Alors, dans le volume 4, j'ai voulu ressortir l'information qui a été tuée. Parce qu'on dit souvent, trop d'informations tue l'information. Et moi, je fais ressusciter l'information qui a été tuée. Et on a voulu faire passer le président Félix Antoine Tshisekedi comme une personne qui avait manigancé avec, comment on appelle, le sortant là, Joseph Kabila pour accéder au pouvoir, alors que c'était du mensonge. Et des personnes qui ont été envoyées pour essayer de faire ces genres de communication, ce sont les évêques catholiques. Et ces évêques catholiques se sont carrément octroyé le droit de parler au nom de l'Église catholique, alors que ces évêques sont constitués dans une association, je peux appeler ça comme ça, qu'on appelle la conférence épiscopale. Cette conférence épiscopale, il y en a partout, même ici en France, il y en a. Les conférences épiscopales rassemblent rien que les évêques d'un pays. Comme ici en France, il y en a aussi. Ça rassemble que les évêques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler un cardinal ou un évêque ici en France contredisant le président Macron? Est-ce que vous avez déjà entendu, même s'ils ne sont pas d'accord avec certaines crises que nous avons ici en France, et que ces évêques montent au créneau pour commencer à dire non, nous sommes là pour la population, pour le peuple? Voilà, ça se passe chez nous. Ce sont des gens qui travaillent. Dans les livres, je montre la manière avec laquelle ces évêques catholiques travaillent pour le compte des Occidentaux. Je l'ai vraiment explicité dans mon livre. Alors, je parlais aussi des mensonges, comme tu dis, des mensonges des médias internationaux. J'ai mis ces mensonges carrément dans mon livre. Et jusque-là, j'attends ceux qui ne sont pas d'accord, qui portent plainte. Et vous n'avez pas eu peur des répercussions qu'il y aurait pu y avoir? Je ne sais pas si je dois avoir peur de dire la vérité. Vous savez, ma personne ne vaut rien. Mais ce sont les générations futures. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme image de nous, de notre passage sur cette terre? Nous devons être des modèles, des gens qui leur laisseront ce qu'on appelle des repères, des références sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour arriver à avancer, protéger et carrément développer ce pays qui est la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai parlé de ces mensonges, des mensonges que je pense que vous avez lus et vous verrez exactement. Donc moi j'attends ces gens, s'il y a quelqu'un qui trouve que j'ai menti, qui vienne me dire que j'ai menti. Mais jusque-là, je n'ai personne. Parce qu'ils savent bien qu'ils ont menti. Ils ont réellement menti. Et tout ça, c'était une volonté délibérée. D'abord de pouvoir salir l'image d'un homme qui est l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et deuxièmement, une volonté de pouvoir créer un chaos, diviser les Congolais, de manière à ce que nous puissions créer ce qu'on appelle des émeutes, déstabiliser ce pays. Mais ça ne marche plus, parce que les Congolais sont tellement unis. Je veux dire une chose, ils sont debout comme l'indique leur hymne national, le debout congolais. Oui. Vous voyez, donc un don béni par Dieu, c'est pour cela ils veulent bien protéger ces dons. C'était la question que je voulais vous poser justement. Dans l'hymne national, vous parlez du don béni. Et je voulais savoir en quoi consistait ce don béni. Il est un don béni parce que, vous savez, quand les gens sont partis à Berlin en 1885, qui pouvait savoir que le Congo allait devenir le Congo?
personne. Il est un don béni parce que quand on parle d'un don béni, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut venir. Oui. Et vous savez que, comme je dis souvent, Dieu ne descend pas avec ses ailes en disant, par exemple, Ninon, je t'ai fait française, ou Ninon, voici les bordures de la France. Non, Dieu agit toujours par des hommes et des femmes. C'est comme ça que tu es fier de dire, je suis française, voici la France, et tu présentes la France comme elle est. Les mêmes personnes que Dieu a choisies sont parties en Berlin en 1885. Ils ont tracé sans savoir comment ils étaient en train de tracer et ils nous ont mis ensemble. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes une nation, c'est-à-dire les peuples qui partagent la même culture, qui partagent les mêmes mœurs, les peuples bantous. Et voilà, c'est un don. Très bien. C'est pas nous ne sommes pas battus pour l'avoir. C'est ce que automatiquement ils ont dessiné et nous nous sommes retrouvés. Voilà pourquoi on dit don béni. Et là-dedans, dans l'hymne national, on parle aussi l'emblème d'or de notre souveraineté. Et alors, elle est où cette souveraineté à partir du moment où le Congo, qui est une pépinière des érudits, des personnalités importantes, intelligentes en tout, qu'on leur arrache ce droit-là pour aller concevoir une constitution à l'extérieur du pays, c'est une insulte, c'est une déconsidération, Ninon. Tu te rends compte? Je te donne un exemple. Allez, vous voulez aller au 5e République avec Charles de Gaulle? Non, les Allemands vous donnent quand même une constitution faite par machin Pétain. On dit non, mais c'est bon de réviser un tout petit peu ce que les Allemands nous ont donné, c'est bon. Non, vous n'allez pas réviser, vous allez changer. C'est comme ça, ce changement a fait que le général de Gaulle a commencé avec la 5e République. Et nous allons changer pour commencer ce qu'on appelle une nouvelle génération des personnes qui vivront dans un état de droit avec une 4e République. Et comment vous voulez que ce changement opère au Congo, justement? Ça va s'opérer par un référendum. Ça va s'opérer par un référendum. Oui. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le référendum, on va demander au peuple s'ils veulent d'abord qu'il y ait un changement. Parce que je ne vois aucun Congolais qui accepterait cette constitution élaborée par des gens envoyés par Paul Kagame, que nous considérons, nous, comme génocidaires de nos Congolais. Vous vous rendez compte? C'est une honte, c'est une opprobre. Donc vous ne pouvez pas accepter cela. Vous devez vous asseoir en tant que Français, concevoir avec l'histoire française. C'est comme ça, la Marseillaise, elle dit tout. La Marseillaise ne vient pas de l'Allemagne, elle est française, avec l'histoire de France. C'est comme ça que nous allons faire une constitution de la 4e République. Parce qu'on nous a arraché ce droit, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Loulouabourg, où les gens étaient assis pour pouvoir le faire. Parce que pendant 4 ans, on nous a empêchés de pouvoir faire cette constitution. Et maintenant, les gens veulent se remettre ensemble pour le faire. Cette fois-là, ça sera une histoire des Congolais pour développer la République démocratique du Congo. Et ça se fera. Je vous ai entendu parler dans La Voix de l'Amérique d'une étude que vous avez faite sur environ 450 écoles. En quoi ça consistait et quelles étaient votre ambition pour ces écoles? J'ai été contacté par le programme des Nations Unies du développement, qui est une agence des Nations Unies, pour essayer de présenter ce qu'on appelle, c'était la période de la lutte contre la pauvreté. Bon, moi je l'ai un peu traduit différemment, je l'ai présenté différemment. J'ai voulu savoir d'abord quel genre de pauvreté mon peuple souffrait. Et de quel genre souffre-t-il, justement? Oui, justement, c'est dans l'étude que j'ai fait, j'ai eu à trouver, je fais en fait ça que j'ai fait à 450 écoles de la ville de Kinshasa, la capitale, et 50 écoles de Bas-Congo, actuellement nous l'appelons Congo central, où j'ai eu à démanteler des indices réels apparentés à la pauvreté culturelle. Ici, je ne fais pas allusion à la culture qui a trait à l'identité culturelle de tout un peuple, mais je fais allusion à la culture du développement, de l'industrialisation, de l'association.
celle qui permet de pouvoir développer notre pays, celle qui permet de changer la mentalité, où je donnais des exemples, même, voilà, quand on regarde un arbre, on regarde toujours différemment d'un occidental, alors que l'occidental voit comment est-ce qu'il peut arriver à capitaliser, et nous voyons comment est-ce que nous pouvons le brûler, du coup, pour pouvoir nous nourrir. Donc c'est un peu dans ce sens-là que j'ai voulu faire cette étude, où je trouvais justement des indices réels apparentés à la pauvreté culturelle qui a trait plutôt au développement. Est-ce que vous pensez un jour rentrer dans votre pays? Parce que ça fait depuis 2010 que vous parlez énormément du Congo, que ce soit dans son aspect culturel, que ce soit dans son aspect politique, ou même dans son histoire, parce que c'est bien d'ailleurs le sujet qu'on exploite aujourd'hui, et que les jeunes Français et Européens peuvent maintenant connaître. Donc, est-ce que vous comptez rentrer un jour dans votre pays? Bien sûr, j'aimerais bien rentrer un jour. Si la possibilité m'est donnée, oui, pourquoi pas. C'est toujours apporter un peu le peu qu'on a pour les siens a toujours été fascinant. J'aimerais bien un jour, oui, pourquoi pas. Si l'occasion se présente, je rentrerai et j'apporterai le peu que j'ai pour contribuer aussi à ce qui se fait déjà pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais c'est aussi un plaisir de pouvoir partager aussi avec les Français. Oui, d'ailleurs, c'était une de mes questions. Pourquoi vous en parlez d'autant plus en France qu'au Congo? C'est pas Si ça. on peut le dire comme ça. Oui, mais ne vous en faites pas, Ninon. Les Congolais me connaissent aussi. Je Oui, parle. je m'en Parle. doute, oui. Ouais, je parle beaucoup. J'ai été très, très violent quand on était dans l'opposition. Ok. Très violent. Vous verrez même, je suis même parti au tribunal contre la francophonie. Vous savez, c'est une première. Vous savez, vous n'en parlez pas beaucoup. Vous n'en avez pas beaucoup parlé parce que vous avez voulu étouffer l'histoire. Mais c'était gravissime. Vous savez, non, ils me connaissent les Congolais. Pour le moment, c'est un plaisir. Je suis content, ces jeunes, quand ils m'invitent régulièrement, quand j'essaie d'échanger avec eux sur la République démocratique du Congo. Ça peut faire un plaisir, hein. Ça fait du bien. Vous-même, ça vous fait plaisir. Je vois Oui, les on questions que vous apprend, me oui. posez, que vous avez beaucoup appris et que vous pouvez encore apprendre davantage. Ce pays que j'aimerais bien qu'un jour vous puissiez venir visiter, il est agréable. C'est vrai qu'il y a un grand travail que nous sommes en train de faire parce que ce pays était devenu un pays non-État. Oui. Entrer et sortir qui voulait, comme il voulait. C'est la raison pour laquelle il y a eu les Rwandais qui se sont considérés comme des Congolais plus que les Congolais. Non, ça doit se réguler. Et les choses sont en train de se réguler pour le moment. En un mot, j'aimerais bien. Si l'occasion se présente, pourquoi pas. Mais pour le moment, l'occasion ne s'est pas encore présentée. Donc je prends un plaisir de ne pas me taire, de continuer à vous en parler, vous les jeunes Français. Donc c'est même un plaisir que vous m'ayez, que je vois que la télévision a envoyé une jeune fille pour pouvoir me poser des questions. Vous êtes très belle aussi, hein. J'en profite aussi pour lancer un peu de fleurs. Mais c'est pour vous dire qu'un jour, si Dieu le permet, je rentrerai. Et je ferai quelque chose. J'apporterai, parce que ceux qui sont là font déjà quelque chose. Donc j'apporterai aussi ce qu'on appelle la pierre et l'édifice. Et est-ce que vous trouveriez ça aussi important que finalement ces histoires se retrouvent aussi dans l'éducation nationale française par exemple? Parce que nous en France en histoire on apprend sur beaucoup de pays, mais comme on le sait du coup on n'a pas entendu parler de l'histoire du Congo. Et ce serait bien pour vous, vous pensez que on le rajoute? Mais c'est génial que ça vienne de vous. Vous voyez que c'est le but au fait de ma communication. Vous voyez la manière avec laquelle vous êtes en train de poser la question, je me dis alors c'est que les graines commencent à germer. C'est beau, c'est beau. J'ai vu dans la dernière émission que j'ai eue avec votre collègue Pierre et Stéphane, les questions qu'ils m'ont posées, c'était après cette émission, j'étais stupéfait par des questions des jeunes. Il y avait un jeune même qui me posait, monsieur, il y a eu des millions de morts, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir arrêter ces gens? Et j'ai vu des personnes même qui ont essayé
en fait, qui étaient très touchés de savoir qu'il y a eu 15 millions et qu'ils n'étaient pas au courant. Et la plupart des jeunes aujourd'hui en France, partout où je vais, quand j'en parle, ils sont étonnés. Ils commencent à découvrir. Ils vont carrément sur les internets pour essayer de faire leurs propres recherches. Regarde, la manière avec laquelle vous me posez des questions, j'ai l'impression que on vous a donné ces questions, que vous avez été en République démocratique du Congo pour me poser ce genre de questions. Ça me fait grandement joie. Une très grande joie, une immense joie de savoir le peu que j'apporte commence à porter fruit. Ça me fait plaisir. J'aimerais bien un jour que les jeunes Français viennent découvrir le Congo et que nous puissions travailler ensemble. Merci à toi Jean-Louis de nous apporter tout ce que tu as pu nous apporter aujourd'hui et merci aussi pour la jeunesse française qui nous regarde sûrement actuellement. Merci Nino. Et qui encore en apprennent sur le monde et c'est super important pour nous les jeunes d'en savoir toujours plus. Merci beaucoup Nino. Merci surtout d'avoir pensé à ma modeste personne pour essayer de communiquer et surtout merci à Canal Vienne qui est une chaîne que j'apprécie beaucoup, qui depuis, en fait, on s'est découvert dans une conférence qui a été faite à Lyon. Depuis ce jour-là, la Canal Vienne m'a découvert régulièrement, elle m'invite et ça me fait grandement plaisir. Merci beaucoup. Merci Nino. Merci à tout ce que vous faites en tout cas. Merci beaucoup Nino.